Alors dans ce petit épisode, nous allons vous expliquer comment implémenter l'interpolation polynomiale. On va faire un petit programme et étape par étape, calmement, on va vous expliquer comment. Alors, j'ai fait ici une implémentation naïve, mais qui fournit la bonne réponse. Alors, tu vois, j'ai appelé ça une fonction Lagrange naïve. L'idée de base, c'est je donne un vecteur grand X qui contient les x0, x1, x2, x3. Hein? Ok, comme ça. Je prends un vecteur grand U qui contient les valeurs U0, U1, U2, U3. Et je spécifie plein de petits x, comme ça, sur lequel je veux calculer le polynôme U de notre fonction. Et c'est ce que je vais faire avec les polynômes, la fonction Lagrange naïve. Alors tu vois tout de suite que la première chose que je fais, c'est je regarde que la longueur du vecteur x et du vecteur u est la même. Et si elle n'est pas la même, je décide que je prends la plus petite des longueurs. Parce que si je demande x4 et que j'ai pas eu 4, je suis dans la merde. Et donc, tu vois, c'est ce que j'ai mis sur le transparent, parce que tu te dis quand même que le prof, il est bête, mais il n'est pas si bête. C'est pour ça que j'ai mis que cette implémentation est naïve, mais pas complètement naïve. Il y a encore moyen de faire plus mauvais que ça. Alors, tu vois que je calcule la longueur du vecteur x, donc m. Hein, je définis un vecteur UH, ça c'est celui dans lequel je vais mettre toutes les valeurs du polynôme d'interpolation qui a la taille de ce vecteur-là, 0 de h. Et puis je définis une fonction phi qui va contenir les valeurs des fonctions de forme, parce que évidemment je vais écrire la forme UH de x est égal à la somme des UI phi I de x. Ok? Et donc, vous voyez, il y a trois boucles fortes. Une boucle successive. Et regarde bien, ce que je vais faire, c'est ce calcul-ci. Pilou, pilou. Alors, évidemment, normalement, ça devrait venir. Mais ça ne vient pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Ça, c'est casse-pied. Ah, voilà, c'est venu. Alors, tu vois, la formule, elle est en dessous, où h est égal à la somme des i. Ça, ce que j'ai mis dans le rouge, c'est la boucle rouge, for j in a range de n. Pour calculer les phi, je prends la formule des polynômes de Lagrange, et tu vois que la formule des polynômes de Lagrange, ça consiste à faire un certain nombre de termes, et tous ces termes, eh ben, c'est pour chaque phi i, je dois calculer chaque phi i, et pour chaque phi i, je vais faire une boucle, et cette boucle, elle est de tous les termes bleus, et finalement, dans la boucle bleue, je vais calculer chaque terme de l'expression de mon polynôme, chaque terme vert, et c'est une troisième boucle. Donc tu vois qu'il y a trois boucles en cascade pour obtenir le résultat. Une boucle pour obtenir toutes les valeurs de x, une boucle pour obtenir toutes les valeurs des phi, et une boucle pour obtenir tous les termes du produit qui donne un phi. Et en fait, d'une certaine manière, l'implémentation Python, qui est extrêmement simple ici, est l'implémentation qui consiste à appliquer de manière mécanique les formules dans le programme. Alors tu vas dire, oui, mais pourquoi est-ce que c'est naïf? Alors j'ai fait un petit exemple. D'abord, un petit exemple, c'est bien expliquer qu'est-ce que c'est le x. Je l'ai montré, mais ici, regardez bien, je les ai dessinés. Donc vous voyez, il y a 3 points d'interpolation, les 3 points noirs, et les petits x, c'est les valeurs sur lesquelles je vais dessiner la fonction UH. Et tu remarques que fondamentalement, quand je fais un plot, un dessin avec Matplotlib, je trace des petits segments de droite, et on voit la courbe de manière jolie, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits segments de droite. Ok?
Donc, on a bien compris ce que c'était le petit x, on a bien compris ce que c'est le grand x, et maintenant, on va faire un petit test. Alors, le petit test, c'est j'ai fait une petite fonction qui s'appelle tic et toc, qui ouvre un compteur avant d'appeler la fonction et qui ferme un compteur, c'est-à-dire le temps écoulé après avoir appliqué la fonction. Et tu vois que j'ai fait deux fonctions, tu vois bien, la fonction Lagrange, qui est celle que j'ai améliorée, et la fonction Lagrange naïve, celle que j'ai fait. Alors tu vois bien, qu'est-ce que je fais? Je vais faire fondamentalement deux calculs. L'un calcul où le vecteur x, il a une taille raisonnable, où se trouve mon petit marqueur pour pouvoir faire des annotations sur le bazar. J'ai perdu mon slide. Ah non, il est là. C'est toujours quand on cherche le bazar qu'on ne le trouve pas. Donc, je fais d'abord un vecteur qui a une taille de 100, et puis un qui est vachement plus grand, comme ça. Pile, super grand. Et tu vois que quand il est super grand, ça prend plus de temps. Alors tu vois qu'avec celui qui est l'implémentation efficace, faire sur 2000 points, ça prend 0,000219 secondes. Faire la même simulation sur les données avec 2 millions de points, bah, ça prend un peu plus de temps, mais pas des masses. Par contre, tu vois qu'avec mon implémentation dite naïve, ça prend 1 seconde sur 2000 points et ça prend 159 secondes sur 2 millions de points. Alors tu vas me dire, oui, mais on s'en fout, une seconde, c'est pas très rapide. 159 secondes, c'est déjà relativement plus rapide. Ça prend déjà près de 3 minutes pour faire juste un dessin à la con. Donc, au lieu de 1 centime de seconde. Donc, tu vois tout de suite que ça prend. Alors, fondamentalement, le problème, c'est que quand tu écris un code Python avec des boucles telles quelles, tu ne fais ce qu'on appelle pas de vectorisation. Par contre, dans le code que j'ai fait, tu fais de la préallocation. Ça, c'est un avantage de Python, ou plus exactement de NumPy. Quand on définit des tableaux, en général, on est obligé de les préallouer, même dans la version naïve du code, et donc, ça, c'est vachement plus efficace. En MATLAB, ce n'était pas le cas, et ça posait parfois quelques petits problèmes. Alors, tu vois qu'il y a une petite information que j'ai mis sur le transparent qui est très utile. Qu'est-ce qu'on fait quand le programme Python part et qui s'arrête jamais. Oh, tu dis, oh là là, c'est une catastrophe, qu'est-ce que je vais faire? Mon programme, l'ordinateur chauffe, etc. Tu prends ton téléphone, tu dis, monsieur, j'arrive pas à arrêter mon ordinateur, est-ce que je dois le jeter par la fenêtre, est-ce qu'il va exploser? Non, tu t'énerves pas. Normalement, si tu lances ton programme à partir de la console, tu fais CTRL-C ou un truc équivalent, et ça devrait permettre d'arrêter ton programme. Ça sert à rien de jeter ton ordinateur brand new que tu as acheté chez Révillain par la fenêtre pour l'arrêter, parce qu'après il n'y aura plus d'ordinateur, le programme ne fonctionnera plus, donc tu t'arrêtes ça calmement, possible. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est la préallocation, j'ai pris un petit exemple que j'adore, c'est tu écris un programme qui fait les suites de Fibonacci. Alors, les suites de Fibonacci, c'est une histoire avec des lapins qui se reproduisent et tout ça. Tu regarderas sur Internet, mais fondamentalement, l'idée c'est pour calculer la suite, tu calcules Fn à partir des deux éléments précédents, c'est Fn-1 et Fn-2. Et l'idée c'est que tu veux écrire un programme qui calcule les n premiers termes de la suite de Fibonacci. Et tu vois tout de suite que on est obligé de faire f est égal à 0 de n pour préallouer le vecteur solution. Et en faisant ça, tu dis je veux un vecteur de taille 1000 et puis tu calcules les 1000 éléments et c'est efficace. Alors évidemment je me suis dit est-ce qu'il y a moyen de ne pas préallouer en Python? Et la réponse est oui. Si vraiment tu as envie de ne pas préallouer, alors tu dis j'enlève cette ligne rouge.
Et si c'est une rouge là, il n'est pas content, Python. Il te dit non, 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 ça tu peux pas faire, tu fais une bêtise, il faut préallouer, il faut préallouer. Hein, tu dis, mais enfin, pourtant, ce serait plus joli, le code serait plus épuré, tout ça. Hein, d'autres gens, MATLAB permet de faire ça. Et tu dis, oui, mais pourquoi je voudrais faire ça? Ah, je me dis, oui, mais j'ai envie quand même absolument de ne pas préallouer. Et donc, j'ai réussi à faire le code qui ne permet de ne pas préallouer. Alors, regardez bien, le truc, c'est tu ne fais pas du NumPy, tu fais des listes. Ouais, ça, Charles, il aime bien. Et tu fais des listes et tu pars avec une liste qui contient 1 et 2. Et chaque fois que tu rajoutes un nouveau terme, tu ajoutes le truc. Et tu te dis, ah, c'est quand même plus joli, hein, le code est plus propre. C'est joli, j'aime bien. Hein, d'ailleurs, je trouve ça sympa. Et regardez bien, j'ai Fibonacci, et puis l'autre, je l'ai appelé Fibonacon. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Fibonacon. Et regarde bien, le temps requis pour exécuter Fibonacci, c'est 0.07 et l'autre, c'est 10.75. Ça, c'est le fait de préallouer ou de ne pas préallouer une case mémoire. Alors, certains d'entre vous disent, mais pourquoi est-ce que c'est différent? Alors, je vais te donner un exemple, qui est un exemple qui est extrêmement connu, que je explique de manière rigoureuse dans les cours d'année en année. Pourquoi est-ce que c'est important de préallouer la mémoire dans un code informatique? Alors, pour faire ça, je vais faire une petite fenêtre, une petite page comme ça, et je vais prendre un cas classique. Alors, tu considères que tu as un candidat, voilà, pour un logement social. Alors, je ne sais pas très bien, tu supposes que tu es dans une contrée verdoyante et tu es candidat pour un logement social. Tu vois, le monsieur là, il est célibataire. On va supposer qu'il s'appelle Albert. Voilà, c'est Albert. Et Albert n'a pas d'emploi. Il est candidat pour un logement social. Alors, il va pour un logement social. Et miracle, il y a un logement social disponible. Et on lui dit, ah, c'est bien, vous avez un logement social disponible. Et voilà le logement social typique que nous avons. Voilà, 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 voilà. Ça, c'est un logement social typique. Voilà, 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 voilà. Hein, tu vois, avec une architecture de type années 60, de type cité modèle. Hein, tu vois le genre, hein, des grandes barres d'immeubles, passoires énergétiques, avec la structure en béton apparente, le pied total qu'il faudrait rénover. Et on lui dit, ah, on a un appartement pour vous ici. Alors Albert, il est content, il prend sa PlayStation, son ordinateur, son abonnement Netflix et il va dans son studio. Arrive ce que devait arriver avec Albert. Albert, qui est un garçon sympathique, rencontre une petite copine. Tu vois, et il rencontre une petite copine, et la petite copine, elle s'appelle Sophie. Voilà, Sophie, elle est là. Tu vois, la petite copine, Sophie, elle est là. Ouais, elle est là, Sophie, elle est là. Bon, parfois, il y a un petit retard dans le passage des informations de la tablette au truc. On ne sait jamais très bien pourquoi. C'est un mystère qui n'est pas tout à fait encore complètement capté dans le fonctionnement de ces machines. Mais tu dis, ah, Sophie est là. Et évidemment, tu sais que quand tu te maries et que tu as un logement social, tu as le droit, c'est les règlements, tu as le droit de passer du studio à l'appartement une chambre. Voilà, la chambre matrimoniale. Et donc, il va directement au gestionnaire des logements sociaux et te dit, ah, mais monsieur, j'ai une femme, il me faut maintenant un appartement, une chambre. Le gestionnaire dit, pas de problème, on va vous trouver ça. J'ai justement Madame Van Nipperzeel qui est malencontreusement décédée et on peut vous loger ici dans un nouvel appartement, 4 chambres, non, une chambre disponible et l'appartement est attribué directement. Hein, donc on
retire le truc là et on lui fait un petit logement idéal où il a une petite place. Voilà, on les a mis là. Bon, évidemment, tu te dis, tout le monde se passe bien, mais tu sais, quand tu as Sophie et Albert qui sont ensemble, ils sont jeunes, confinés, Netflix c'est bien, mais il y a quand même autre chose à faire. Hein? Arrive ce que devrait arriver. Hein? Un petit enfant né. Un petit enfant né là-dedans. Et on a un petit enfant qui naît. Évidemment, s'il y a un petit enfant qui naît, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus un jeune couple. Quand vous avez une famille, un enfant, vous avez le droit à un appartement de chambre. Donc, Albert et Sophie vont chez le gestionnaire des logements sociaux et disent: oh, joyeux événement, nous avons une naissance. Et en plus, t'imagines, hein, les deux au CPAS, plus un enfant, les allocations et tout, la totale, tu te dis: budget, ça c'est bien. On a droit à un appartement avec une chambre. Bon, évidemment, ce que tu dois savoir, c'est que dans les logements sociaux, tu sais, à Charleroi-Sud, dans la banlieue et tout ça, les ascenseurs sont toujours en panne. C'est un peu embêtant. C'est embêtant pour les déménagements parce que maintenant, on leur a donné un appartement au dernier étage, ici. Voilà, l'appartement est au dernier étage. Donc, ils vont occuper cet appartement-là. Et ils libèrent évidemment l'autre appartement qui est ici, se libère. Et évidemment, ils ont maintenant l'appartement au dernier étage, voilà, et ils ont libéré l'eau. Donc tu vois, ils ont déplacé la télévision, le canapé, les jouets du petit, etc. Évidemment, arrive ce qui devait arriver. Vous savez, les enfants, ils aiment bien petit frère et petit soeur. Donc, pilou, qu'est-ce qu'il arrive? Albert et Sophie font un deuxième scrouboulou, et il y a un deuxième enfant qui apparaît. Padaboum! Ils ont droit à un appartement 3 chambres. T'imagines, un troisième enfant, un appartement 3 chambres. On leur dit: pas de problème, on va vous mettre là. Évidemment, à nouveau, il faut déménager le bazar, retirer tout le monde qui est là pour pouvoir y aller comme ça froidement. Hein, tu mets tous les gens là-dessus, on déménage tout, on bouge le truc, hein, on s'installe en dessous et on a tout le bazar qui va fonctionner. Voilà. Et tu te dis: oh là 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 là. Et maintenant, tu commences à imaginer ce qui va se passer. Il va se passer qu'Albert et Sophie, ils vont se reproduire comme des lapins. Justement, la suite de Fibonacci, c'est des lapins. Donc, t'imagines, à un moment donné, ils auront 13 enfants. Les allocs à mort. 13 enfants. Ils ont leur appartement avec 14 chambres. Oui, il faut les trouver. Hein. On a fusionné des appartements dessus. Ils arrivent chez le gestionnaire de logements sociaux qui les voit venir avec terreur. Vous en avez encore fait un? Ben oui, on a encore fait un 14e enfant. Donc ils doivent vider, tu vois, la tour où ils ont un appartement 13 chambres. Mais malheureusement, la chambre, le studio à côté n'est pas vide. Donc ils doivent aller dans l'autre appartement. T'imagines, avec les ascenseurs qui sont en panne, tout vider, déménager, recopier, etc. Et puis une fois qu'ils ont déménagé, tu sais, oui, parce que ça va de plus en plus. À la fin, ils ont 522 enfants. Ben oui, parce que quand tu fais la suite de Fibonacci avec 522 éléments, ils ont 522 éléments aux enfants. On leur dit un 523e élément. Ils doivent vider une tour entière de logements sociaux, sans ascenseur, sans élévateur, pour aller s'installer dans la tour à côté. Et c'est à ce moment-là que le gestionnaire des logements sociaux se dit: mais vous auriez pu me dire dès le début hein, que vous alliez en faire autant d'enfants, on vous aurait réservé une tour et on aurait évité tous ces déménagements. En plus, c'est avec des gens comme vous qui déménagent tout le temps quand l'ascenseur est en panne. Et alors, eh ben c'est ça la préallocation. C'est si tu préalloues tout l'espace mémoire d'un coup, c'est vachement plus efficace que si tu dois à chaque fois tout déménager. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand le programme Python, il a besoin d'un certain espace mémoire, il dit à l'OS: je voudrais, tu vois, comme Albert et Sophie avec le gestionnaire des logements sociaux, je voudrais un certain espace mémoire pour mettre mes cases.
Et alors, on lui dit, ah bah, j'ai cherché dans l'ordinateur. Alors, tu vois, le gestionnaire de l'OS, il cherche partout. Est-ce qu'il y en a un là, est-ce qu'il y en a un là, ou je ne sais pas où, quelque part. Il cherche, il cherche. Et s'il ne trouve pas, mais s'il trouve toujours, il va trouver une zone de mémoire. Et si tu as demandé 1 million de cases mémoire, et puis qu'à un moment donné, tu te dis, ah, mais j'en voudrais une de plus. Ce que doit faire le gestionnaire, c'est retrouver une zone continue d'1 million 1, recopier le million que tu as mis dans l'autre zone, et donc tu recopies tout. Ça, c'est le déménagement sans les ascenseurs. Et ça prend un temps bête. C'est pour ça que quand tu fais Fibonacci, tu vois, j'ai 200 000 enfants, et à chaque enfant, je déménage. Tandis que quand je fais Fibonacci sans le con, je dis directement, je veux un appartement avec 200 000 chambres. Et c'est quand même vachement plus facile pour le gestionnaire des logements sociaux. C'est ça la préallocation. Et c'est ça qui est fondamental. Et tu vois que NumPy te force à préallouer les tableaux pour être sûr que tu ne fasses pas le con. Mais avec les listes, il y a moyen encore de faire le con. Alors, il faut aussi essayer d'écrire le maximum d'opérations sous forme matricielle. Et remarquez qu'on peut écrire U produit matriciel par phi. Et ça, c'est beaucoup plus rapide. Alors que de faire les boucles. Alors pourquoi est-ce que c'est plus rapide? Parce que Python, c'est un langage interprété. Donc quand on l'exécute, chaque fois qu'on lit une ligne de code, il faut la traduire. C'est comme si l'ordinateur, il parlait flamand et que vous aviez écrit votre code en anglais. Donc chaque fois que tu exécutes une ligne de code, y compris dans une boucle que tu vas répéter chaque fois, il faut traduire. Ça prend du temps. Parce que les traducteurs, il faut trouver un traducteur juré, tout ça, c'est compliqué. Tandis que si tu as un seul produit matriciel, il y a une seule instruction à traduire. Et dans cette instruction, tu vas faire plein de choses, plein de calculs, mais il ne faudra plus la traduire chaque fois. Donc, quand tu peux écrire des opérations sous forme matricielle, c'est ce qu'on appelle la vectorisation. Le programme Python va être beaucoup plus rapide. Et donc, il faut faire ça. Alors, quelques petites choses. J'ai obtenu une jolie figure. Alors, tu vois ici, et le code est disponible. J'ai expliqué comment il y a moyen de faire une jolie figure. Il y a un moyen de mettre un titre sur la figure. Il y a un moyen de dire que, tu vois que j'écris les petits x avec des abscisses équidistantes et je mets les abscisses équidistantes en rouge. J'écris les abscisses de Chebyshev, la courbe en rouge. Les abscisses équidistantes, c'est la courbe en bleu. J'écris les abscisses avec le titre au-dessus, avec une petite légende. Je mets une légende dans le coin supérieur droit. Et voyez, ça, c'était le petit mot pour dire comment il y a moyen avec Python de faire des jolies figures et de contrôler les axes, etc. Vous relisez ça à votre aise dedans. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais faire. J'ai fait la fonction de Runge. Et puis maintenant, vous voyez, je voudrais faire la fonction valeur absolue. Ah, évidemment, j'ai fait un programme qui fait la figure pour la fonction de Runge. Et ce que la plupart des gens se disent, ah, mais c'est cool ça. J'ai le programme, je vais le recopier, je vais juste changer la ligne qu'il faut changer. Et ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire en informatique. En informatique, dupliquer du code, c'est une mauvaise idée. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Parce que quand tu dupliques du code, le code, il va être 2 fois plus cher à maintenir. Ah ben oui, parce que quand tu dupliques du code, voilà, quand je duplique du code ici, tu vois, qu'est-ce que tu observes? C'est que fondamentalement, il faudra maintenir 2 fois plus de lignes de code. Or, c'est ça qui coûte cher. Alors, tu vois, ici, j'ai écrit des listes qui contiennent la fonction à interpoler. Et là, maintenant, je ne duplique pas le code. Et ça, c'est ce que tu retiens à la fin de ce podcast. Il ne faut jamais dupliquer des codes. Parce que dupliquer des codes, c'est maintenir 2 fois plus de lignes de code. Et c'est ça qui coûte cher. Et donc, quand tu écris un programme Python, tu essaies d'éviter de dupliquer du code. Voilà. Et tu notes ici
que j'ai utilisé des listes qui permettent de contenir dans chaque liste une fonction. C'était le petit mot, le petit podcast, comment implémenter efficacement avec Python.